On va plonger dans les grandes profondeurs des abysses, dans le monde du silence et de l'obscurité totale. La plongée sous-marine, c'est l'une des plus grandes aventures humaines, qui a démarré au début du XXe siècle. Rendez-vous compte, plus de 10 000 mètres dans un sous-marin en 1960. C'est l'une des plus grandes aventures humaines, et on va voir si Régis, avec sa Bell & Ross BR02, étanche à plus de 1000 mètres, est un aventurier. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Régis, ça va? Bonsoir Xavier, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, je suis ravi de te recevoir. Merci de me recevoir. Tu nous la montres cette bestiole là? Bell & Ross BR02? Ouais, plaisir. Attention. Ouille, 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 ouille. Mais c'est un monstre. C'est une montre d'homme. C'est une montre d'homme. C'est une montre d'homme. Alors tu sais qu'on démarre ces épisodes toujours avec un adjectif. Donc une montre d'homme, c'est pas complètement un adjectif. Si tu en as un à nous donner, ce serait lequel? Massive. Pas mal. Tu es assez honnête sur l'approche de cette montre. Tu l'as acheté justement parce que tu cherchais une montre massive. Raconte-nous un peu comment tu l'as acheté. Alors Pendant ce temps-là, je peux l'essayer? Bien sûr. Merci. C'est une montre qui a une histoire. C'est une montre qui m'a été offerte en partie par mes amis pour mes 40 ans. Et là, tu as quel âge? Donc je vais avoir 47. Depuis longtemps, je voulais une belle montre. Oui. Comme, voilà, j'ai toujours aimé les Pour ça que tu as pris une montres. Bell & Ross? Alors, je voulais à la fois une belle montre, en tout cas une montre qui me plaise. Vous avez vu, il n'a pas saisi la blague, hein, mais c'est pas grave. Hein. Je vais pas jouer, c'est trop facile. Je voulais une montre qui me plaise, mais qui soit aussi adaptée à un usage quotidien. Parce que moi, ma montre, je n'en ai jamais. Je passe ma vie avec, je pars en vacances avec, je travaille avec, je dors avec, je prends ma douche avec. Mais est-ce que tu fais de la plongée jusqu'à 1000 mètres avec? Alors, jusqu'à Tu plonges un petit peu? Ça m'est arrivé, je l'ai gardé, jamais jusqu'à 1000 mètres, j'ai pas les compétences et je suis pas un extrêmement bon plongeur. Donc c'est pas pour la plongée sous-marine que tu as pris celle-ci? Je l'ai acheté pour le look et pour le côté massif et qui semblait assez indestructible. Ouais. C'est plus dans cet esprit-là. Mais pourquoi massif? Bon, des montres un peu balèzes, bestiales, vous en avez vu d'autres hein, sur Petite Montre entre amis. On a vu une Panerai Radiomir, on a vu une énorme Royal Oak Offshore, des grosses montres. Je crois que celle-ci fait 44 mm. C'est ça. Pourquoi tu cherchais une montre massive? C'est quoi les… Disons que je fais pas 1m60 et 45 kg, donc il fallait que ça soit un peu en adéquation avec mon physique aussi. Ouais. Du coup, ça, et puis le côté un peu robuste d'une montre qui… voilà, si on la frotte un peu, si on la tape un peu, voilà, je voulais une montre un peu tout terrain. Et pour moi, ça semblait en tout cas visuellement une montre qui répondait à ces caractéristiques-là. Ouais. Et depuis 7 ans que je la porte, je ne suis pas déçu. Donc tu cherchais une montre massive que tu peux porter tous les jours pour tout faire, un peu une montre outil. Absolument. Qu'est-ce que tu fais comme métier qui fait que tu es content de la porter tous les jours? Alors je suis restaurateur. Ouais. Voilà, donc j'ai plusieurs restaurants. T'es en salle ou t'es le chef cuisinier? Alors je sais un peu tout faire. Ouais. C'est des métiers où il faut savoir tout faire. Donc effectivement, je peux me retrouver en tant que… quitte à avoir une montre de plongée à faire la plonge. Ça m'arrive parfois, c'est assez rare. Ça m'arrive de temps en temps. Donc quand tu fais la plonge, tu descends pas à 1000 mètres, tu descends à 10 cm. Un peu plus. Un peu plus. Okay. Un peu plus. Mais c'est vrai que quand on ouvre des restaurants, eh ben, on a de la manutention, on a des travaux, du bricolage. On doit porter de la marchandise. Il faut apporter les marchandises dans les restaurants, porter des cartons, les ranger, les stocker. J'enlève pas ma montre quand je travaille, donc j'avais besoin d'avoir quelque chose qui soit résistant, robuste, et qui résiste à tous ces petits chocs. J'aurais eu un peu de mal à avoir une montre très très haut de gamme pour pouvoir la porter tous les jours en tout cas. Ok. Donc tu la qualifies de belle montre, mais pas haut de gamme. Pour moi, c'est une montre massive. C'est une entrée d'haut de gamme. On passe sur Bell & Ross, c'est certainement pas la marque la plus prestigieuse. En revanche, c'est les Français voilà. On lançait ça? Absolument. En revanche, tenais à ça ou français ou alors j'ai appris un petit peu. Alors bon, j'ai connu Bell & Ross par les fameuses montres carrées avec les têtes de mort
et puis tout ce qui était lié à l'aviation. Et le jour où je suis allé choisir une montre, j'étais un petit peu... je savais vraiment ce que je voulais, et puis les moyens étant limités à ce moment-là, voilà, j'ai pas acheté celle que je désirais vraiment, mais c'est pas grave. Je trouve que le côté avoir envie d'avoir une montre, le désir de l'avoir un jour, le jour où on peut se l'offrir, c'est quelque chose de Donc très sympa. c'est un cadeau, mais c'est quand même toi qui l'as choisi. Ouais. Ouais. Donc il y a plusieurs modèles sur cette BR02. Il y en a une toute noire en céramique, orange, peut-être encore un petit peu plus sport. Il y a la version chrono. Qu'est-ce qui te plaisait, celle-ci Moi, j'aime bien la matière. Je trouve que l'acier, en tout cas, ça donne un côté solide, justement, robuste, ce que je recherchais. Ouais. Alors, j'ai une habitude, en tout cas, lorsque j'achète des montres, je change toujours les bracelets. Ouais, tu vois que j'allais regarder. Donc là, c'est pas vraiment un NATO, quoi. Ça ressemble. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Ouais, c'est esprit NATO. Ouais. Et quand tu l'as eu, elle avait quel bracelet? Elle avait un bracelet en caoutchouc, dont je suis pas très fan. Ouais. Pour être tout à fait honnête. Pour faire de la plonge ou de la plongée, d'ailleurs, c'est pas mal. Tu la mets dans l'eau. Ouais, mais j'aime pas trop voilà. Je trouve que les bracelets NATO ou esprit NATO comme ça, en fait, ont déjà un look très sympa, assez vintage. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vintage. Tu sais pourquoi on appelle ça NATO? Non. Est-ce que vous savez, vous le mettrez en commentaire. NATO, c'est l'OTAN, hein, donc c'est une référence militaire. Mais ce qui est important, c'est que, regarde, sur un bracelet comme ça, si le point de faiblesse d'une montre, c'est les spring bars. En anglais, ici, c'est les barrettes. Si tu as un bracelet normal et que la barrette casse, la montre tombe. Si là, tu as une barrette qui casse, la montre ne tombe pas. Donc quand tu es un militaire au combat, en opération, et que ta montre, à un moment ou un autre, c'est suivre les directives, être au bon endroit au bon moment, etc., tu ne peux pas te permettre de ta montre. Donc à l'époque, les bracelets NATO ont été mis en place justement pour faire que tu ne puisses pas la perdre. Je ne savais pas. Ok. Bon, bonne nouvelle. Elle est très très belle dans le sens où on voit qu'elle vit. Hein, je veux dire, elle a des beaux pets elle est patinée. d'une vie bien remplie. Ça, c'est vraiment très sympa. Revenons à la marque Bell & Ross. Tu parlais de leur modèle carré avec la tête de mort. Enfin, c'est leur modèle iconique de départ, la BR01. Montre plutôt, on va dire, d'aviateur. Si tu avais pris celle-là, on aurait pu dire massive aussi, quoi. Donc c'est un peu pour cette raison-là que tu t'es porté sur cette marque. Tu t'es dit, je cherche une montre, je veux dire, pas voyant, tu vois, tu l'as pas du tout dit, mais massive, robuste. Et si ça n'avait pas été Bell & Ross, ça aurait été qui? Ça aurait été Panerai. Ouais. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure sur ta préférence, mais à l'époque, tu t'avais déjà en tête Panerai? Il y a d'autres marques qui t'auraient séduit? Non. Panerai, et après, il y a une autre montre qui est un peu iconique, mais voilà, que j'aurais aussi très certainement, c'est la Monaco. Ouais. Parce que la Tiger Monaco, il y a quelque chose. Ouais. C'est pareil, c'est le propre des montres carrées. Hein, montre carrée, ça a beau être en millimètres, pas forcément très grand. En fait, c'est beaucoup plus gros qu'une montre ronde. Ouais. Et effectivement, c'est assez balèze. D'ailleurs, je voulais vous dire, chers amis, que je n'ai pas encore fait d'épisode sur une Tiger Monaco, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une ER Monaco d'époque, vintage, 1969 ou une récente. J'aimerais quand même bien faire un épisode, donc contactez-moi sur contact@dailyshoes pour qu'on puisse faire cette petite opération. Est-ce que tu t'es préoccupé du mouvement qu'il y avait à l'intérieur, un peu de la mécanique Alors, on est sur un mouvement totalement automatique. Ouais. Donc ça, c'était aussi un des critères. Ouais. Aller changer la pile, même si c'est pas très souvent, c'est chiant. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais pu, tu disais tout à l'heure, c'est de l'entrée de la haut de gamme. Est-ce que si elle avait été à quartz, donc à pile, il y avait un côté, non mais c'est pas une belle montre, parce que tu disais belle montre tout à l'heure. Pour moi, c'est une des notions en tout cas de montre de qualité, c'est qu'il y a un mouvement kinétique ou automatique en tout cas qui se recharge sans rien d'autre que le mouvement. Tu sais, kinétique, j'imagine que tu as à l'idée la cinétique, donc le mouvement, etc. Mais kinétique, c'est une marque de Seiko. Seiko, ouais. Voilà, j'ai eu une Seiko. Tu as une Seiko qui appelle ces mouvements de cette façon-là. Ok, donc tu as changé le bracelet une fois, tu l'as fait réviser depuis que tu l'as? Alors,
Le bracelet, je le change 2 fois par an. Ouais. À force de prendre l'eau, il fatigue un peu? Non, parce que le style. ça donne enfin, quand c'est l'été, j'achète des bracelets un peu plus colorés. Ouais. En fait, ça tranche assez bien avec la montre d'ailleurs, c'est plutôt sympa. Sur l'hiver, plutôt sur des couleurs un peu sombres. Voilà. Je dois la faire réviser bientôt. Ouais, tu as l'impression de changer, excuse-moi. En plus, oui. Tu as l'impression de changer quand tu changes ton bracelet. Tu dois la faire réviser bientôt? Tu l'as pas fait réviser encore? Non. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut que tu la fasses réviser? Elle prend un peu de retard. Ouais, un peu de retard? Ouais, elle le faisait pas au début, elle prend un peu de retard. Bon, c'est pas très gênant, mais voilà. Tu sais que les garanties historiques des marques, c'est quand même 3 ans, si ce n'est 2. Maintenant, certaines marques vont jusqu'à 5 ans. Effectivement, là, 7 ans, tu as largement dépassé. Je pense que c'est ton intérêt de la faire réviser. Tu me passeras un petit message pour me dire comment ça s'est passé. Pas tellement est-ce qu'ils ont bien travaillé ou pas, c'est sûr. Ils vont envoyer ça chez Chatelain ou chez un réparateur, un horloger, pardon, qui va s'en occuper. Mais je voudrais que tu me racontes après l'expérience client que tu as pu avoir. Tu vois, est-ce que c'était sympa ou bon, tu déposes ta montre comme une bagnole et puis tu la récupères et en termes d'émotion, il ne s'est rien passé. Tu nous le raconteras après? Alors, ouais, ok, je raconterai. J'ai déjà eu l'occasion d'aller chez Bell & Ross plusieurs fois. Ouais. Au siège, donc j'ai toujours été bien accueilli. Les locaux qui sont au siège ou dans leur principale boutique? Au siège, rue à Paris. Oui, j'ai plus le nom de la rue, mais voilà, et pour des ventes privées notamment. Tu l'as pris à l'occasion d'une vente privée? Non, pas celle-ci. Non. Et donc tu étais dans leur fichier pour les ventes privées parce que tu en as acheté une? C'est pas mal, hein? Pas mal. Elle est pas mal cette histoire. Pas mal. Vous avez vu que c'est un aventurier un petit peu particulier. D'ailleurs, et je te pose la question, étanche à 1000 mètres, est-ce que tu sais à quelle profondeur un plongeur, pas dans un sous-marin, un scaphandrier est descendu? Le mec qui est descendu le plus profondément en 1992. Alors, c'est pas 1000 mètres, ça me paraît impossible. Je dirais peut-être 200 mètres, 300 mètres. 200 mètres, 300 mètres, c'est beaucoup plus que ça. Vrai. Théo Mavrostomos, 701 mètres. Le fameux. Le scaphandrier de la Comex, vous savez, Comex qui a attribué des montres de dotation Submariner et Sea Dweller, 701 mètres en 1992, tu te rends compte, avec un scaphandre. Une époque où il fallait pouvoir faire des soudures, faire des opérations sous l'eau extrêmement complexes, où il fallait la main. 720 mètres, c'est 701 mètres. C'est énorme. C'est pas mal, hein? Énorme. Eh bien, écoutez, on va essayer de voir si petit maintenant, Régis a fait de la plongée, pas forcément à 701 mètres, mais peut-être un petit peu moins. C'est parti pour la rubrique Souvenir. Alors Régis, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir horloger, un peu, ou ta première montre, tu vois, tes souvenirs d'enfance? Tu as 43 ans, ouais, tu te souviens de quoi? J'ai des souvenirs de montres, des montres à quartz qui faisaient rêver quand j'étais gamin à l'école primaire. Les montres avec plein de boutons, qui s'allumaient, avec les petits écrans. Tu pouvais l'heure la nuit? On pouvait lire l'heure la nuit, qui sonnait avec une alarme. Donc c'est quoi, une Timex, une Seiko? C'était des petites montres, je me souviens plus des marques, pour être tout à fait franc. Donc elles duraient jamais très longtemps. Ça avait une espèce de fragilité. Ouais. C'était les montres importées de Chine déjà à l'époque? C'était ça, et puis les piles tenaient pas, et voilà, d'où mon aversion aujourd'hui aux piles. Mais est-ce que ça pourrait avoir attrait au fait que tu les cassais? Tu vois, tu as une montre robuste. Non, je les cassais pas forcément, mais voilà, un jour elle marchait plus, et c'était une époque où on les emmenait pas forcément non plus à réparer. Donc tu as démarré avec la montre à quartz avec écran LCD, ouais. C'est ça? Ouais, ça c'est tes premiers souvenirs petits, puis après comment ça a continué? Et alors ensuite, j'ai toujours aimé les montres parce que ça fait partie des bijoux des hommes, d'une certaine façon. Et puis j'ai commencé à acheter des montres un petit peu au début des ventes privées, et notamment Seiko. Ouais. Je me souviens d'avoir acheté Seiko à LCD ou à aiguille? À aiguille. Aiguille, ouais. Ouais. Je me souviens notamment avoir acheté une Seiko, la première était jaune, avec un boîtier plutôt petit, que j'ai donné à mon beau-père. Et ensuite j'en ai acheté une autre qui était triangulaire, Seiko, pareil avec un mouvement kinétique du coup, ouais. Le fameux mouvement Seiko, que j'adorais et que j'ai offerte à mon père, qui porte toujours d'ailleurs. Triangulaire? Ouais, avec une forme triangulaire très, très originale. Tu sais que je croyais, vous me direz en commentaire, que la seule marque
qui avait fait une montre triangulaire, qui est devenue très très connue, c'est la Hamilton Ventura. Et la Hamilton Ventura, en fait, son fait d'arme, c'est qu'elle a été portée par Elvis Presley à sa grande époque, hein, avant qu'il, on va dire, qu'il vieillisse et qu'il bouge un peu moins son corps, etc. Mais quand c'était le plus beau mec des États-Unis, qui sortait de l'armée, qui jouait de la guitare, etc., et ben, il avait une Hamilton triangulaire Ventura. D'accord. Tu vois ? Est-ce que tu vois un lien entre ton intérêt pour les montres, le temps et ton métier de restaurateur ? L'heure, dans mon métier, l'heure est hyper importante. Il faut qu'on soit à l'heure parce que si on n'est pas à l'heure dans les restaurants le midi, si c'est pas prêt, quand les clients arrivent, c'est un vrai problème. Bien sûr. C'est un vrai sujet, donc bien sûr que l'heure est importante. La cuisson aussi. Les temps de 3 cuisson. minutes de scie. Les temps de cuisson. Enfin, l'heure est importante pour tout. Aujourd'hui, on est cadencé du matin au soir. Ouais. Ouais, mais quand tu as un boulot, tu sais, tu arrives 3 minutes en retard, un rendez-vous, ça se fait pas, mais ça peut arriver. Dans un restaurant, je veux dire, je sais pas, tu fais cuire des langoustines, tu les fais cuire 10 minutes, tu as un problème, quoi. Tu vois, tu es entre 2 et 3. C'est pas faux. À un moment ou un autre, le coup de feu, c'est bien un moment, le timing, c'est un truc clé, quoi. C'est pas faux. Non, le timing est hyper important. Voilà. Après, moi, j'ai pas mal d'équipes et des gens qui font ça aussi très bien, qui gèrent très bien les temps de cuisson. Oui. Je suis pas toujours dans les fourneaux. Mais est-ce que tu as remarqué avec ton expérience, enfin, en tout cas moi, c'est le seul truc que je regarde chez un homme, c'est sa montre. Et je remarque que souvent dans les restaurants, les personnes qu'on peut qualifier comme les tauliers du restaurant, etc., ils ont toujours une belle montre. Alors, est-ce que c'est un signe extérieur de richesse, de réussite ? Est-ce que c'est un besoin fondamental d'être à l'heure ? Ouais. Il y a peut-être un peu des deux. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir une belle montre aussi. C'est quelque chose qu'on peut montrer, sans mauvais jeu de mots. Et puis, ouais, moi, je suis assez fier de ma montre. Tu as remarqué que la seule différence qu'il y avait entre les Français et les Anglais concernant l'horlogerie, c'est que nous, on dit montre et eux, ils disent regarde. Bon, allez, face à cette petite boutade, on passe au moment, il flippe énormément, le célèbre quiz, c'est parti. Alors, Régis, tu connais le règlement, hein, tu nous as contacté pour participer à cette émission. J'ai 2 questions extrêmement simples pour tester ta connaissance horlogère ou en tout cas des choses qui s'y apparentent. Attention, c'est parti. Quel est le nom du premier sous-marin qui est descendu au plus profond de la croûte terrestre? Alors ça s'appelle la fosse des Mariannes, ça descend quasiment à 11 000 mètres. D'accord? Quel est le nom du premier, exactement aux Philippines, du premier sous-marin? Aux Philippines. C'est déjà une bonne réponse. Réponse A, Yellow Submarine. Réponse B, le Bathyscaphe Trieste. Réponse C, Octobre Rouge. Je t'ai donné 3 noms de sous-marins. Lequel est celui qui est descendu le plus profond de la croûte terrestre? Je peux appeler un ami ou non? Ben non, malheureusement, pour enregistrer, vous savez, il faut se mettre en mode avion, donc il n'y a pas de téléphone. C'est le Bathyscaphe. Le Bathyscaphe Trieste, bonne réponse. Tu as fait ça par l'absurde ou tu t'es dit Yellow Submarine des Beatles, ça peut pas être ça? J'ai longtemps hésité. T'as longtemps hésité avec ça? Ouais. Octobre Rouge. Beau film. Beau film. Roman de Tom Clancy également, Sean Connery, etc. Le truc qui s'appelle l'Octobre Rouge, c'est pas sérieux, quoi. Donc, tu as dit Bathyscaphe Trieste par hasard ou tu t'es dit c'est globalement ça qui est intéressant? Non, mais je le savais. Tu le savais? Ouais, je le savais. 1960, et oui, des expéditions, une descente à quasiment 10 000 mètres, hein, vraiment plus de 10 000 mètres, pardon, 10 916 mètres. Presque un record qui a été battu quelques années plus tard, en mai 2019, après James Cameron, qui lui est descendu tout seul dans un sous-marin autonome, mais il est allé un petit peu moins profondément. Bonne réponse, Régis, tu mènes 1-0. Sur cette première saison de Petite Montre Amie, il n'y a que 2 questions, donc il faut que je me bagarre sérieusement pour essayer de faire un match nul, sinon tu auras gagné. Alors, attention, là on rentre vraiment dans la technique précise. Cherchez l'intrus parmi les caractéristiques suivantes de la norme ISO 6425. Cette norme permet à une manufacture de qualifier une montre de montre de plongée. Cherchez l'intrus parmi les caractéristiques suivantes. Pour être une montre de plongée, réponse A, il faut qu'il y ait des aiguilles des minutes qui se distinguent nettement de celles des heures. Réponse B,
un deuxième fuseau horaire. Réponse C, un système de contrôle du temps, typiquement une lunette tournante graduée toutes les 5 minutes. Donc l'une de ces trois affirmations ne fait pas partie des choses qu'une montre doit présenter pour être une montre de plongée. Réponse A, aiguille des minutes distincte de celle des heures. Réponse B, un deuxième fuseau horaire. Réponse C, un système de contrôle de temps. Roulement de tambour, Régis. Je t'ai donné du temps pour réfléchir. Oui. En fait, je pense que c'est la réponse C. C'est la lunette tournante pour contrôler le temps. Donc tu penses que une montre de plongée n'a pas besoin d'une lunette tournante pour contrôler le temps. Ah. Si, elle en a besoin pour les périodes de décompression. D'accord. Donc effectivement, c'est pas la réponse C. Donc non, c'est A ou B. Allez, j'essaye de le faire gagner quand même. Alors c'est A. C'est A. Donc tu penses qu'une montre de plongée n'a pas besoin d'une aiguille des minutes différente de celle des heures. Si, elle en a besoin. Ok. Cherchez l'intrus. Ah oui, bah alors c'est le B, bien sûr. Oui, chercher l'intrus. Ah oui, quand tu plonges à l'île Maurice, tu n'as pas besoin de savoir quelle heure il est dans les Bahamas. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Tu m'as piégé, Xavier, bravo. Est-ce que tu as remarqué que sur ta Bell & Ross, regarde, l'aiguille des minutes et des heures est complètement différente et que ici, tu peux tourner justement pour savoir à quel moment tu as plongé. Il y a d'autres caractéristiques dans cette norme. Vous pouvez aller voir sur Internet la norme 6425. Il y a un truc intéressant, tu dois avoir une grande seconde, une grande trotteuse, parce que c'est le moyen visuel le plus facile pour savoir que ta montre marche. Imagine, tu plonges, tout va bien, tu n'as pas de seconde, tu ne sais pas si elle marche, elle ne marche pas. Le problème, c'est que tu devais remonter ou faire ton palier de décompression, tu ne le sais pas, et là, tu remontes comme une crêpe ou tu ne remontes jamais. Et là, ce serait vraiment triste. Régis, est-ce que je t'accorde cette victoire? On va dire qu'il y a eu légère incompréhension sur chercher l'intrus, donc je te déclare victorieux. 2-0, bravo Régis. Xavier. Écoute, Régis, on passe à la dernière partie de cette émission. T'aimes les montres, en plus tu as 47 ans, donc ce qui veut dire que quand même dans 3 ans tu auras 50 ans. Est-ce que tu réfléchis à une prochaine montre? Et si oui, bien sûr, mais les montres ça fait toujours rêver. Il y a 2 montres en fait qui se partagent mon choix. Donc c'est les prochaines alors. Ça sera l'une d'abord et puis l'autre ensuite. On verra. Mais t'es sûr de l'ordre? Non. Alors la première. Ça sera a priori une Panerai. 111. C'est quel modèle ça? C'est un modèle de plongée. Enfin, on reste toujours un petit peu dans le même esprit. Montre assez massive. Une Luminor là avec la grosse couronne de protection. Absolument. C'est une montre que j'ai toujours aimée. J'aime le nom, j'aime l'histoire, j'aime le look. T'en parlais tout à l'heure, en fait, tu regrettes de ne pas l'avoir acheté à l'époque? Non, j'ai pas de regrets parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Ça fait partie du choix que j'ai fait à ce moment-là en fonction des moyens que j'avais. D'accord. Donc c'était c'était en tout cas ce que je pouvais avoir de mieux en termes de compromis, s'il faut parler de choix ou de compromis en tout cas à ce moment-là. Donc je regrette pas, je la porte toujours avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, ça fait partie de ma réflexion, mais je me demande si je porterais une Panerai aussi facilement que celle-ci au quotidien. Voilà. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. C'est plus connoté, plus haut de gamme. Et que ce soit les Radiomir ou les Luminor, la lunette ici autour, là, elle est complètement polie. Donc elle est vraiment très brillante, etc. C'est une très très grosse montre, très épaisse, tu as l'habitude. Mais alors les pètes sur la lunette autour, il se voit tout de suite. Se voit vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose à méditer. Mais tu es toujours dans le même registre, quoi. C'est-à-dire tu es dans la constance, tu n'as pas changé en 7 ans. Quoi. Non, c'est un peu dommage. Non, c'est pas grave. Alors, Panerai Luminor, deuxième option. Et sinon, la Tiger Monaco, parce que c'est vraiment la montre iconique par excellence. C'est Tiger Monaco, c'est les courses de voiture, c'est Steve McQueen. C'est à la fois vintage et puis on a des modèles aujourd'hui qui sont très à la pointe. Voilà, je ne sais pas encore quel modèle parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Pour le coup, Monaco, ils ont décliné dans plein de modèles de couleurs, de tailles différentes. C'est-à-dire que Tag, ils vivent beaucoup, ils vivent bien. Pas que sur ce modèle-là, mais beaucoup. Donc ils sortent à chaque fois, comme toutes les marques, des anniversaires. Et du coup, ça sera forcément une grosse montre. Forcément.
Voilà, j'ai hâte que ce moment arrive. Ça a failli se faire il n'y a pas très longtemps, ça s'est pas fait. Ouais. Pour une Monaco, voilà. Bon. Neuve ou d'occasion? C'était d'occasion, mais ça se fera peut-être. Ouais, celle-ci, la Bell & Rose était neuve. Tu l'as achetée chez Bell & Rose. Ouais, ok, donc depuis, tu t'es ouvert au modèle d'occasion? Par opportunité, par envie, par... J'ai pas de frein à acheter une montre d'occasion. Vous le savez, moi je suis très branché montre d'occasion. Il y a plein de raisons à ça, mais par rapport à ce que tu recherches, c'est que tu auras beaucoup plus de choix avec des modèles d'occasion, des modèles qui sont plus faits, des styles très très vintage. Tu pourrais trouver quelque chose de ton année de naissance. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Écoute Régis, merci beaucoup. Merci Xavier. Merci à tous. Si vous avez envie de faire comme Régis, venir présenter votre histoire de montre en toute simplicité, vous voyez, exubérance et sans prise de tête, c'est extrêmement simple. Vous m'envoyez un email sur contact@dalicious.fr, une photo de votre montre, la référence, quelques informations sur vous, on en discute au téléphone. Et puis si vous êtes retenu pour être invité d'un épisode, vous viendrez faire comme Régis, parler de votre histoire, votre aventure et votre passion pour les montres. Allez, salut, à bientôt. Salut.